Ce fut un joyeux dîner. Holmes, quand il le voulait, était un très brillant causeur. Ce soir-là, il le voulut. Il semblait être dans un état d'exaltation nerveuse et il se montra étincelant. Passant rapidement d'un sujet à l'autre, mystère du Moyen-Âge, violon de Stradivarius, bouddhisme à Ceylan, navire de guerre de l'avenir, poterie médiévale, il traitait chacun d'eux comme s'il en eût fait une étude approfondie. Sa belle humeur contrastait avec la sombre dépression des 2 derniers jours. Athelney Jones s'avéra d'un commerce agréable pendant ses heures de détente, et c'est en bon vivant qu'il prit part au repas. Quant à moi, j'étais soulagé à la pensée que nous approchions de la fin de l'affaire, et je me laissai aller à la joie communicative de Holmes. Nul d'entre nous ne parla, durant le repas, du drame qui nous avait réunis. Lorsque la table fut desservie, Holmes jeta un coup d'œil sur sa montre et remplit 3 verres de Porto. « Une tournée pour le succès de notre petite expédition. Et maintenant, il est grand temps de partir. Avez-vous un pistolet, Watson ? » « J'ai mon vieux revolver d'ordonnance dans mon bureau. »« Vous feriez mieux de le prendre. Il faut tout prévoir. J'aperçois la voiture à notre porte. Je l'avais demandée pour 6h30. » C'est un peu après 7 heures que nous atteignîmes l'embarcadère de Westminster. Holmes examina d'un œil critique la chaloupe qui nous attendait. « Y a-t-il quelque chose qui révèle son appartenance à la police ? » « Ah oui, cette lumière verte sur le côté. »« Alors il faudra l'enlever. » Ce petit changement effectué, nous prîmes place dans le bateau et on lâcha les amarres. Jones, Holmes et moi étions installés à la poupe. Il y avait un homme à la barre, un autre aux machines et 2 solides inspecteurs à l'avant. « Où allons-nous ?»« Vers la tour. Dites-leur de s'arrêter en face des chantiers Jacobson. » Notre bateau était de toute évidence très rapide. Nous dépassâmes de longs trains de péniches chargés, aussi vite que si celle-ci était amarrée. Holmes eut un sourire de satisfaction en nous voyant rattraper une autre chaloupe et la laisser loin derrière nous. Nous devrions pouvoir rattraper n'importe qui sur ce fleuve. C'est peut-être beaucoup dire, mais il n'y a pas beaucoup de chaloupes qui puissent nous distancer. Il nous faudra intercepter l'Aurore, qui a la réputation de filer comme une mouette. Je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé le bateau, Watson. Vous souvenez-vous comment j'étais ennuyé d'être arrêté par une si petite difficulté ? Oui. Eh bien, je me suis complètement délassé l'esprit en me plongeant dans une analyse chimique. Un de nos plus grands hommes d'État a dit que le meilleur repos était un changement de travail. Et c'est exact. Lorsque je suis parvenu à dissoudre l'hydrocarbone sur lequel je travaillais, je revins au problème Sholto et passai à nouveau en revue toute la question. Mes garçons avaient fouillé sans résultat la rivière tant en amont qu'en aval. La chaloupe ne se trouvait à aucun embarcadère et n'était point retournée à son port d'attache. Il était improbable qu'elle ait été sabordée pour effacer toute trace. Je gardais cependant cette hypothèse à l'esprit en cas de besoin. Je savais que ce Small était un homme assez rusé, mais je ne le croyais pas capable de finesse. Je réfléchissais ensuite au fait qu'il devait se trouver à Londres depuis quelque temps. Nous en avions la preuve dans l'étroite surveillance qu'il exerçait sur Pondicherry Lodge. Il lui était, en ce cas, très difficile de partir sur le champ. Il avait besoin d'un peu de temps, ne serait-ce que d'une journée, pour régler ses affaires. C'était tout du moins dans le domaine des probabilités. Cela me semble assez arbitraire. N'était-il pas plus probable qu'il eût tout arrangé avant d'entreprendre son coup ? Non, ce n'est pas mon avis. Sa tanière constituait une retraite trop précieuse pour qu'il eût songé à l'abandonner avant d'être sûr de pouvoir s'en passer. Et puis, il y a un autre aspect de la question. Jonathan a dû penser que le singulier aspect de son complice, difficilement dissimulable de quelque manière qu'on l'habille, pourrait exciter la curiosité et peut-être même provoquer dans quelques esprits un rapprochement avec la tragédie de Norwood. Il est bien assez intelligent pour y avoir pensé. Ils étaient sortis nuitamment de chez eux, et Small devait tenir à être de retour avant le jour. Or, il était 3 heures passées lorsqu'ils parvinrent au bateau. 1 heure plus tard, il ferait jour, les gens commenceraient à circuler. J'en ai conclu, par voie de conséquence, qu'ils n'étaient pas allés très loin. Ils ont grassement payé Smith pour qu'il tienne sa langue et garde la chaloupe prête pour l'évasion finale. Et ils se sont hâtés avec le trésor vers leur logis. 2 ou 3 jours plus tard, après avoir étudié de quelle manière les journaux présentaient l'affaire, et ayant ainsi vérifié si les soupçons s'orientaient de leur côté, ils s'en iraient en chaloupe, sous couvert de la nuit, vers quelques navires mouillés à Gravesend ou Downs. Ils avaient déjà certainement pris leur billet pour l'Amérique ou les colonies.
Mais la chaloupe, ils ne pouvaient la prendre chez eux. D'accord. Je décidai donc que la chaloupe ne devait pas être loin, bien qu'elle fût invisible. Je me suis mis alors à la place de Small, et j'ai considéré le problème sous son angle, à lui. Il se rendait probablement compte du danger qu'il y avait à renvoyer la chaloupe à son port d'attache, ou à la garder dans un embarcadère si la police venait à découvrir ses traces. Comment, alors, dissimuler le bateau, et en même temps le maintenir à sa portée, prêt à être utilisé? Comment ferais-je moi-même à sa place et dans des circonstances analogues? Je cherchais, et je ne trouvais qu'un seul moyen. Confier la chaloupe à un chantier de construction ou de réparation avec ordre d'effectuer une légère modification. L'embarcation se trouverait ainsi sous quelque hangar et donc parfaitement cachée. Et pourtant, elle pourrait être en quelques heures de nouveau à ma disposition. Voilà qui semble assez simple. Ce sont précisément les choses très simples qui ont le plus de chances de passer inaperçues. Je décidai donc de mettre cette idée à l'épreuve. Vêtu de ces inoffensifs vêtements de marin, je m'en fus aussitôt enquêter dans tous les chantiers en aval du fleuve. Résultat, nul, dans 15 d'entre eux. Mais au 16e, celui de Jacobson, j'appris que l'aurore leur avait été confiée 2 jours auparavant par un homme à la jambe de bois qui se plaignait du gouvernail. « Il n'avait absolument rien, ce gouvernail !» me dit le contremaître. « Tiens, le voilà, tu chaloupe, là, tel avec les filets rouges !» À ce moment, qui apparut? Mordecai Smith, le patron disparu. Il était complètement saoul. Je ne l'aurais évidemment pas reconnu s'il n'avait crié à tue-tête son nom et celui de son bateau. « Il me la faut pour 8 heures précises, entendez-vous? J'ai 2 messieurs qui n'attendront pas. » Ils avaient dû le payer généreusement. Il débordait d'argent et distribua libéralement des shillings aux ouvriers. Je le pris en filature pendant quelque temps, mais il disparut dans un bistrot. Je revins alors au chantier et, rencontrant sur ma route un de mes éclaireurs, je le postai en sentinelle près de la chaloupe. Je lui dis de se tenir tout au bord de l'eau et d'agiter son mouchoir lorsqu'il les verrait partir. Placés comme nous le serons, il serait bien étrange que nous ne capturions pas tout notre monde et le trésor. Que ces hommes soient ou non les bons, vous avez tout préparé très soigneusement. Mais si j'avais pris l'affaire en main, j'aurais établi un cordon de police autour du chantier de Jacobson et arrêté mes types dès leur venue. C'est-à-dire jamais, car Small est assez astucieux. Il enverra un éclaireur, et à la moindre alerte, il se tapira pendant une semaine. Mais vous auriez pu continuer à filer Mordecai Smith et découvrir leur retraite. Dans ce cas, j'aurais perdu ma journée. Je crois qu'il n'y a pas plus d'une chance sur 100 pour que Smith connaisse leur retraite. Pourquoi irait-il poser des questions, aussi longtemps qu'il est bien payé et qu'il peut boire? Ils lui font parvenir leurs instructions. Non, j'ai réfléchi à toutes les manières d'agir, et celle-ci est la meilleure. Pendant cette conversation, nous avions franchi la longue série de ponts qui traversent la Tamise. Comme nous passions au cœur de la ville, les derniers rayons du soleil doraient la croix située au sommet de l'église Saint-Paul. Le crépuscule s'étendit avant notre arrivée à la tour. « Voici le chantier Jacobson », dit Holmes, en désignant un enchevêtrement de mâts et de cordages du côté de Surrey. « Remontons et redescendons le fleuve à vitesse réduite. Croisons sous couvert de ce train de péniche. » Il sortit une paire de jumelles de sa poche et examina quelque temps la rive opposée. « J'aperçois ma sentinelle à son poste. Mais elle ne tient pas de mouchoir. »« Si nous descendions un peu le fleuve et les attendions là ?» Nous étions tous impatients maintenant. Même les policiers et les mécaniciens qui n'avaient pourtant qu'une très vague idée de ce qui nous attendait. Nous n'avons pas le droit de prendre le moindre risque. Il y a 10 chances contre 1 pour qu'ils descendent le fleuve, évidemment, mais nous n'avons aucune certitude. D'où nous sommes, nous pouvons surveiller l'entrée des chantiers, alors qu'eux peuvent à peine nous distinguer. La nuit sera claire, et nous aurons toute la lumière désirable. Il nous faut rester ici. Voyez-vous, les gens, là-bas, brouillés sous les lampadaires? Ils sortent du chantier, la journée est finie. Ils ont l'air bien dégoûtants. Et dire que chacun d'eux recèle en lui une petite étincelle d'immoralité. Allez voir, on ne les supposerait pas. Il n'y a pas de probabilité a priori. L'homme est une étrange énigme. Quelqu'un dit de l'homme qu'il est une âme cachée dans un animal. Vinwood Reed est intéressant sur ce sujet. Il remarque que,
Tandis que l'individu pris isolément est un puzzle insoluble, il devient, au sein d'une masse, une certitude mathématique. Par exemple, vous ne pouvez jamais prédire ce que fera tel ou tel, mais vous pouvez prévoir comment se comportera un groupe. Les individus varient, mais la moyenne reste constante. Ainsi parle le statisticien. Mais est-ce que je ne vois pas un mouchoir? Voilà! Il y a là-bas quelque chose de blanc qui bouge. Oui, c'est votre sentinelle. Je la vois distinctement. Et voici l'aurore. Elle file comme le diable. En avant toutes, mécaniciens. Dirigez-vous vers cette chaloupe avec la lumière jaune. Tant d'un chien, je ne me pardonnerai jamais qu'elle fût plus rapide que nous. Elle s'était faufilée à travers l'entrée des chantiers, en passant derrière 2 ou 3 petites embarcations. Elle avait ainsi atteint sa pleine vitesse, ou presque, avant qu'on l'eût aperçue. À toute vapeur, elle descendait maintenant le fleuve en longeant d'assez près la rive. Jones la regarda et secoua la tête. Elle va très vite. Je doute que nous le rattrapions. Il faut la rattraper. Bourrez les chaudières, mécaniciens. Faites-leur donner tout ce qu'elles peuvent. Il faut qu'on les ait, au risque de brûler le bateau. Nous commencions d'accélérer l'allure, à notre tour. Les chaudières rugissaient, les puissantes machines sifflaient et vibraient comme un grand cœur métallique. La proue acérée coupait les eaux en rejetant de chaque côté 2 vagues mugissantes. À chaque pulsation des machines, la chaloupe bondissait en frémissant comme une chose vivante. À l'avant, notre grande lanterne jaune projetait un long rayon de lumière vacillante. Une tache sombre sur l'eau indiquait la position de l'aurore. Le bouillonnement de l'écume blanche derrière elle était révélatrice de son allure forcenée. Nous fonçâmes plus vite. Nous dépassions les péniches, les remorqueurs, les navires marchands. Nous nous glissions derrière celui-ci. Nous contournions celui-là. Des voix surgies de l'ombre nous interpellaient. Mais l'aurore filait toujours, et toujours nous la poursuivions. « Allons, les hommes! Enfournez, enfournez !» cria Holmes, regardant dans la chambre des machines en bas. Les chaudières rougeoyantes se réfléchissaient sur son visage impatient. « Donnez toute la vapeur! Oh, je crois que nous la rattrapons un peu !» dit Jones, dont le regard ne quittait pas l'aurore. « J'en suis sûr! Nous l'aurons rejointe d'ici quelques minutes !» Juste à ce moment, un remorqueur tirant 3 péniches se mit entre nous, comme si un malin génie l'eût placé là, tout exprès. Nous n'évitâmes la collision qu'en poussant à fond le gouvernail. Le temps de contourner le convoi et de remettre le cap sur les fugitifs, l'aurore avait regagné 200 mètres. Elle restait bien en vue cependant. La lumière incertaine et trouble du crépuscule cédait la place à une nuit claire et étoilée. Les chaudières donnaient à plein. L'énorme force qui nous propulsait faisait vibrer et grincer notre coque légère. Nous avions forcé à travers le pool, dépassé les entrepôts West India, descendu le long de Deptford Reach et remonté à nouveau après avoir contourné l'île des Chiens. Jones prit l'aurore dans le faisceau de son phare. Nous pûmes alors voir distinctement les silhouettes sur le pont. Un homme était assis à la poupe, tenant entre ses jambes un objet noir sur lequel il se penchait. À côté de lui, reposait une masse sombre qui ressemblait à un Terre-Neuve. Le fils Smith tenait la barre, tandis que son père, dont la silhouette au torse nu se profilait contre le rejoiement du brasier, enfournait de grandes pelletées de charbon à une cadence infernale. Peut-être avait-il eu des doutes au début quant à nos intentions, mais à nous voir imiter chacun de leurs tournants, chacun de leurs zigzags, il ne pouvait plus en conserver. À Greenwich, nous nous trouvions à environ 100 mètres derrière elle. À Blackwall, nous n'étions pas à plus de 80 mètres. J'ai, au cours de ma carrière mouvementée, chassé de nombreuses créatures en de nombreux pays. Mais jamais le sport ne m'a causé l'excitation sauvage de cette folle chasse à l'homme au milieu de la Tamise. Régulièrement, mètre par mètre, nous nous rapprochions. Dans le silence de la nuit, nous pouvions entendre le halètement et le martèlement des machines. L'homme sur le pont était toujours accroupi. Il bougeait ses bras comme s'il était occupé à quelque besogne. De temps en temps, il mesurait du regard la distance qui nous séparait encore et qui diminuait implacablement. Jonesley est là et leur cria de stopper. Nous n'étions plus qu'à 4 longueurs. Les 2 chaloupes filaient toujours à une vitesse prodigieuse. Devant nous, le fleuve s'étalait librement avec Barking Level sur un côté et les marais désolés de Plumstead de l'autre. À notre appel, l'homme sur le pont sauta sur ses pieds et nous montra les 2 poings tout en jurant d'une voix rauque. Il était d'une bonne taille et puissamment bâti. Comme il nous faisait face, debout, les jambes légèrement écartées pour se maintenir en équilibre, je pus voir que depuis la cuisse, sa jambe droite n'était qu'un pilon de bois. Au son de ses cris rageurs, la masse sombre à côté de lui se mit à bouger. Il s'en dégagea un petit homme noir, le plus petit que j'ai jamais vu. Il avait la tête difforme et une énorme masse de cheveux ébouriffés.
Holmes avait déjà sorti son revolver à la vue de cette créature monstrueuse, et je l'imitais. Le sauvage était enveloppé dans une sorte de cape sombre ou de couverture qui ne laissait à découvert que le visage. Mais ce visage aurait suffi à empêcher un homme de dormir. Ses traits étaient profondément marqués par la cruauté et la bestialité. Ses petits yeux luisaient et brûlaient d'une sombre lumière. Ses lèvres épaisses se tordaient dans un rictus abominable. Ses dents grinçaient et claquaient à notre intention avec une fureur presque animale. « Faites feu s'il lève la main », dit Holmes doucement. Nous étions à moins d'une longueur maintenant, et près d'atteindre notre proie. Je revois encore les deux hommes tels qu'ils se tenaient alors, à la lumière de notre lanterne. Un homme blanc, les jambes écartées, hurlant insultes et jurons. Et ce gnome, avec sa face hideuse et ses fortes dents jaunes qui faisaient mine de nous happer. C'était une chance que nous puissions le voir aussi distinctement, car sous nos yeux, il sortit de dessous sa couverture un court morceau de bois rond, ressemblant à une règle d'écolier, et le porta à ses lèvres. Nos revolvers claquèrent en même temps. Il tournoya, jeta les bras en l'air et bomba de côté, dans le courant, avec une sorte de toux étranglé. J'aperçus un instant ses yeux menaçants parmi le blanc remous des eaux. Mais au même moment, l'homme à la jambe de bois se jeta sur le gouvernail et le braqua à fond. La chaloupe pivota et fila droit sur la rive sud, tandis que nous la dépassions, frôlant sa poupe à moins d'1 mètre. Un instant plus tard, nous avions modifié notre course, mais déjà, ils avaient presque atteint le rivage. C'était un endroit sauvage et désolé. La lune brillait sur cette grande étendue marécageuse, pleine de mares stagnantes et de végétation croupissante. Avec un heurt sourd, la chaloupe s'échoua sur la rive boueuse, proue en l'air, poupe dans l'eau. Le fugitif sauta du bateau, mais son pilon s'enfonça aussitôt dans le sol spongieux. Il se débattit, se tordit de 1000 manières. En vain. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer d'un pas. Hurlant de rage impuissante, il frappait frénétiquement la boue de son autre jambe. Mais ses efforts ne faisaient qu'enfoncer plus profondément le pilon. Lorsque notre chaloupe vint atterrir tout près de lui, il était si fermement ancré dans la vase que nous fûmes obligés de passer une corde autour de sa poitrine afin de le tirer et de le ramener à nous, comme un poisson. Les deux Smith, père et fils, étaient assis, renfrognés, dans leur chaloupe, mais ils montèrent très docilement à notre bord lorsque Jones le leur commanda. Puis il fallut tirer l'Aurore, que nous prîmes en remorque. Un solide coffre de fer, de fabrication indienne, se tenait sur le pont. C'était évidemment celui qui avait contenu le trésor si funeste de Sholto. Il était d'un poids considérable et nous le transportâmes avec précaution dans notre propre cabine. La serrure était dépourvue de clé. Remontant lentement la rivière, nous dirigeâmes notre projecteur tout alentour, mais sans voir la trace du petit monstre. Quelque part, au fond de la Tamise, dans le Limon, reposent les os de cet étrange touriste. « Regardez donc ici !» dit Holmes en désignant l'écoutille boisée. « C'est tout juste si nous avons été assez rapides avec nos revolvers. » Là, en effet, juste derrière l'endroit où nous nous étions tenus, était fichée l'une de ces fléchettes meurtrières que nous connaissions si bien. Elle avait dû passer entre nous à l'instant où nous avions fait feu. Holmes, suivant sa manière tranquille, sourit et se contenta de hausser les épaules. Mais quant à moi, j'avoue que j'eus le cœur retourné à la pensée de l'horrible mort qui nous avait frôlés cette nuit de si près.